Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 6 décembre. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Au menu, aujourd'hui, on discute cybersécurité avec le président de l'Association de communes vaudoises, Michel Butin. Et puis en deuxième partie d'émission, lumière sur l'association du Théâtre de Terre-Sainte pour un bilan à la mi-saison et la découverte de la deuxième partie de la programmation qui débutera en janvier. Avec nous sur le plateau, Pierre-Alain Schmitt, président de l'ATTS, mais aussi Patrick Mesmer, programmateur. Du côté sportif, c'est Alexandre Caporal qui s'y colle. Bonjour Alexandre, comment ça va en ce lundi matin ? Salut Andrea, écoute, ça va. Alors je vais cafeter quand même à nos téléspectateurs. Tu pensais que je serais sur la glace aujourd'hui? Non, je suis dans une salle pour parler uni-hockey. Parce que le uni-hockey, eh bien, ça se joue dans une salle avec une balle que voici. Donc pas de patin, pas de glace aujourd'hui, mais on va apprendre comment on le joue. Et surtout, eh bien, on va parler de l'UHC Benien, donc le club à côté de chez nous, eh bien, qui compte pratiquement 130 membres aujourd'hui et puis qui vit ses championnats en ce moment. Ouais, c'est vrai, je pensais que tu restais dans cette thématique hivernale, hiver, glace, tout ça, igloo. Bon, on se réchauffe parce que tu as une petite voix, petite mine pour l'instant, donc j'espère que tu seras en meilleure forme tout à l'heure pour ces préparations en tout cas. À tout à l'heure Alexandre. En actu, comment renforcer la cybersécurité des communes? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec l'Association des communes vaudoises. Michel Butin, bonjour, vous êtes le président de l'association. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, avant de commencer à s'intéresser justement à cette question du comment et du pourquoi, est-ce que très franchement l'ADCV s'inquiétait déjà avant toutes ces attaques subies dans la région, notamment, on l'a cité, Rolle, mais aussi Morges? Est-ce que c'était une question qui vous préoccupait? Alors, ça nous a toujours préoccupé, les questions de cybersécurité au niveau des communes. Nous avons relayé plusieurs informations en provenance de la Confédération et du canton de Berne, etc., auprès de nos communes membres. Je dois dire qu'aujourd'hui, ce que vivent les Vaudois et les communes vaudoises, c'est assez dramatique parce qu'il n'y a pas que la cybersécurité, il y a la question du Covid, il y a la question de l'urgence climatique et il est clair que les communes sont fortement sollicitées dans tous ces domaines. Ouais, des thématiques qui affaiblissent les communes, forcément, qui les rendent peut-être plus vulnérables, plus fragiles. Mais en matière de cybersécurité, qu'est-ce qu'il y a de préoccupant? On a vu qu'aujourd'hui, les communes étaient assez fébriles. Est-ce que ça serait le mot juste? Mais bien sûr, c'est-à-dire que les communes sont des endroits qui sont peut-être trop faciles d'accès par des cybercriminels, comme on les appelle. C'est plus des hackers, c'est plutôt des cybercriminels. Donc, on se rend compte qu'à ce niveau-là, il faut renforcer l'analyse des systèmes communaux. Les systèmes communaux sont en général augmenté en fonction de l'augmentation du nombre d'employés, en fonction du nombre de connexions qui sont faites aussi bien par les téléphones portables que par des ordinateurs personnels. Donc ce que vous nous dites, j'essaie de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes, notamment des communes, l'administration communale grandit peut-être trop vite, le système grandit trop vite par rapport aux moyens qui sont aujourd'hui réalisables en matière de cybersécurité? C'est-à-dire que le système se développe sur le plan technique et sur le plan de l'augmentation des appareils connectés, souvent avec même des connexions Wi-Fi, donc des connexions non câblées. C'est la porte ouverte à des attaques. On l'a vu, vous avez reçu dernièrement aussi des représentants des communes qui s'inquiètent, mais certaines personnes ne se rendent parfois pas bien compte qu'ouvrir un lien sur un email peut favoriser l'accès à un cybercriminel sur le domaine informatique de toute la commune. Aujourd'hui, c'est pour ça que l'ADCV a souhaité aujourd'hui se poser notamment cette question. Vous êtes notamment en discussion avec le canton, plusieurs séances. La dernière a eu lieu le 11 novembre. Qui participe à ces séances? Alors, il y a les deux associations faîtières des communes, l'association de communes vaudoises, qui je représente, et l'Union des communes vaudoises, avec la présidente du Conseil d'État et la conseillère d'État, Christelle Luisier, en charge des communes. Qu'est-ce qui se discute lors de ces séances? Alors, il n'y a eu qu'une seule séance pour l'instant.
qui va déboucher sur d'autres séances à fin janvier, la création d'un groupe technique et la création d'un groupe politique. Alors, il est question dans le groupe technique de définir des standards entre cantons communes et la nécessité d'avoir un matériel informatique le plus homogène possible. C'est-à-dire que toutes les communes soient au même niveau, à la même enseigne? De manière à éviter les faiblesses dans certaines communes. Ensuite, le groupe de travail politique, lui, devrait trouver une convention entre cantons communes de manière à collaborer et qui paye quoi. Donc, ce groupe de travail est initié par le canton et nous y participons dans ce sens-là. Qui paye quoi? On sait que c'est souvent le nerf de la guerre Alors, ici entre les communes et le canton. Bon. L'un et l'autre se renvoient la balle, justement. Est-ce que les communes ont assez d'argent pour justement s'armer et s'armer en matière de cybersécurité? Est-ce qu'elles ont assez d'argent? Je crois qu'on en avait déjà parlé. Les communes n'ont pas assez d'argent. Les communes sont prises à la gorge, mais on ne va pas revenir sur la facture sociale et puis sur la péréquation intercommunale. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en matière de cybersécurité? Ça veut dire quoi? Que c'est foutu? Non, pas du tout. Actuellement, la DCEB, notamment, met en place tout un système pour aider les communes. C'est-à-dire que, dernièrement, dans notre Assemblée générale du 2 décembre, nous avons présenté aux communes ces différentes étapes. Je ne sais pas si je peux les montrer comme ça à la caméra. C'est-à-dire, tout d'abord, nous essayons... Est-ce que je peux le... Inventaire de l'existant, 2, audit de la sécurité du système, et 3, hiérarchiser et prioriser les actions à entreprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut recommencer depuis le début, c'est ça? C'est-à-dire qu'on ne sait pas, et la plupart des communes ne savent pas exactement quel est l'existant dans les communes. Donc, nous nous sommes assurés le partenariat d'entreprises spécialisées qui feront des prestations préférentielles aux communes membres. Nous avons discuté avec eux, nous avons des contrats avec eux, de manière à ce que ces entreprises, avec une vision externe de la commune, puissent faire un inventaire de tout ce qui existe dans le système informatique de la commune. Je dis bien aussi téléphone portable, ordinateur personnel, etc. Qui va payer ces entreprises? Alors, pour l'instant, c'est dédié aux communes. C'est-à-dire que les communes devront, enfin, celles qui le désirent, mais on souhaite qu'elles le fassent, que ces communes passent par ces entreprises spécialisées. Mais ce n'est pas des montants énormes. C'est 2 000 à 3 000 francs. Donc aujourd'hui, les communes peuvent se le payer. C'est ce qui est important à dire. Ça, oui. Ouais. Ça, oui. Ouais. Évidemment que participer aux frais de cette entreprise, enfin de ces formations, parce qu'il est question aussi justement pour l'ADCV de mettre en place des formations et de l'information. Ça, ce sera pour quand? Alors, on a déjà commencé par le fait que nous avons envoyé à nos communes membres par 2 fois, début novembre, fin novembre, nous avons envoyé des informations précises concernant des liens qui sont faits sur des sites de police cantonale bernoise, vaudoise, canton de Vaud et confédération. Donc des marches à suivre. Des marches à suivre précises. Il est clair que ces marches à suivre, elles sont très difficiles pour les communes parce que les questionnements qui sont posés pour déterminer par la commune elle-même quelles sont ses faiblesses, c'est difficile d'y répondre pour un non-informaticien. Donc c'est la raison pour laquelle il est nécessaire quand même de faire appel à des spécialistes. Et encore une fois, ce sont des montants qui sont assez modestes. Savoir s'entourer des bonnes personnes et justement la DCV met aussi à disposition ces étapes et ces marches à suivre sur son site internet. Michel Butin, président de l'association des communes vaudoises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. On retourne du côté sport avec Alexandre. Alexandre, alors ça y est? Ah non, tu t'es pas encore mis au sport. On discute avant, c'est ça? Exactement. L'initiation, c'est au uni-hockey, c'est pour après. Mais là, on va discuter de l'UHC Benien, puisque je suis avec Alain Gaberel, qui est responsable du mouvement junior. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, où est-ce qu'on se trouve ici? On est à la Salle Fleurie à Benien, le plus beau village du monde, évidemment.
Et donc c'est là que vous jouez, déjà que vous vous entraînez, puis que vous jouez aussi vos matchs? Voilà, c'est un peu notre fief. Là, on joue nos matchs, où on s'entraîne, entre autres, mais on doit aussi malheureusement maintenant s'entraîner un peu dans d'autres villages parce qu'on a trop d'équipes pour le nombre de salles dispo à Beugnin. Mais ça sera bientôt résolu parce que ici, dans les vignes derrière, il y aura une nouvelle salle d'ici 2-3 ans et puis on sera tout content de l'avoir. Construction pour le printemps, vous m'avez dit avant, d'une nouvelle salle ici. On espère que ça commence au printemps, ouais. Bon, alors ça veut dire que le club se porte bien, que le club grandit. Aujourd'hui, c'est combien de membres et combien d'équipes? Alors nous avons 130 membres à peu près actuellement avec 8 équipes. Donc 2 équipes d'actifs, une en 3e ligue, une en 5e ligue. 4 équipes de juniors, donc ça fait à peu près 60 juniors en tout. Et puis une équipe féminine aussi qui joue pour le plaisir. Pour l'instant, pas de championnat pour elle. Et puis une équipe populaire qui est pour des vieux briscards comme moi, qui avons un peu raccroché la compète, mais on a encore envie de jouer un petit peu. Donc voilà, ça c'est l'équipe populaire qui ont besoin de shooter la balle encore un peu, quoi. Exactement, et c'est surtout Bonnard. Donc Ok, et là, on est en décembre. On en est où dans les championnats de uni-hockey en Suisse? Alors, les championnats, ça se déroule à peu près de septembre à mars. Donc là, on est à peu près à mi-chemin ou un gros tiers qui est joué. Et ça dépend les équipes, mais on est à peu près là. Puis j'ai le plaisir de dire que toutes les équipes de Beugnin cartonnent cette année. C'est vraiment cool. Mais c'est pas forcément notre premier but. Notre premier but, c'est vraiment qu'on ait du plaisir, surtout pour les jeunes, qu'ils aient du plaisir à jouer, à taper dans la petite balle à 26 trous. Et puis, ouais, c'est que ça reste Bonnard, c'est vraiment ça. On n'est pas un club on sait qu'on sera jamais champion du monde. Par contre, on sait qu'on a la meilleure ambiance, en tout cas de la côte. C'est ça. Et puis, plus gros club aussi de la côte en uni-hockey. Effectivement, il y a combien d'entraînements par semaine? Et puis vous qui êtes coach justement des juniors, vous donnez combien d'entraînements par semaine à peu près? Alors actuellement on tourne un entraînement par équipe pour les juniors. On a réussi à mettre un deuxième pour nos grands juniors B, donc qui commence vraiment un peu ça commence à être un peu plus sérieux. Et on aimerait bien mettre un deuxième entraînement aussi pour les plus petits, mais bon, pour l'instant, c'est mieux que rien. Et sinon, les actifs, 2 entraînements par semaine, et les vieux, ça suffit 1 fois par semaine, surtout qu'il y a le bistrot après, donc 2 fois par semaine, ça ferait trop. Alors, donc, il y a les championnats en ce moment, il y a toutes ces équipes. Alors, apparemment, je bois vos paroles, hein, l'UHC Beugnin cartonne durant ce début de saison. Quelles sont les autres actualités? Je sais qu'il y a eu, ce samedi, il y a eu le tournoi de Noël, où là, il y a toutes les équipes d'uni-hockey qui se réunissent et qui sont réunies ici à Beugnin, c'est ça? Exactement, donc dans l'esprit de pas forcément compétition seulement, on a chaque année, premier week-end de décembre, le fameux tournoi de Noël, où il y a des équipes du coin qui viennent, c'est pour le plaisir. Donc il y a eu la jeunesse de Marchici, il y a donc l'équipe populaire de Beugnin et les juniors de Beugnin qui ont joué. Donc c'est vraiment un joyeux mélange de toute la population uni-hockeyistique de la région. L'équipe féminine aussi, donc ça se mélange vraiment, c'est vraiment cool. Et puis là, le but, c'est clairement passer une bonne journée ensemble. Donc là, il y avait 12 équipes avec plein de spectateurs, où on fait aussi jouer les tout petits, donc les gamins de 6 ou même 5 à 9 ans. Donc on peut commencer dès 5 ans. C'est ça. Alors actuellement, à Beugnin, on prend à partir de 6 ans, parce que sinon, on est déjà plein, mais on serait vraiment trop plein. Mais sinon, dès que votre enfant peut marcher et tenir une canne, il peut commencer. Très bien. Les prochaines actualités du club, quelles sont-elles? Quels sont les prochains gros matchs ou les prochains gros événements? Alors, le prochain gros match, c'est le 19 décembre, donc dimanche 19 décembre, journée de championnat des juniors B, qui sont actuellement en tête et qui jouent contre les 2e ou 3e du classement. Donc là, ça va être des gros matchs. Et sinon, autre actualité, ça sera le vendredi juste avant, donc du coup, ça fait le 17, Noël au village à Beugnin, on croise les doigts que ça aura lieu, où toutes les sociétés du village et les commerçants tiennent des stands, et puis que le Père Noël passe, et ça sera dans la bonne humeur, une petite soirée comme ça. Par contre, on est obligé d'en parler, vu que ça fait l'actualité. C'est vrai qu'avec les nouvelles mesures fédérales, notamment liées au Covid, oblige le pass sanitaire, notamment dans les clubs amateurs comme vous, d'exiger le pass sanitaire pour tous. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce qu'on se doute qu'il y a des complications liées à ça? Alors effectivement, on perd quelques membres, notamment aussi des coachs qui sont pas vaccinés, chacun son choix.
Par contre, je précise, c'est pour 16 ans et plus. Donc, du coup, heureusement, les juniors ne sont pas encore concernés. C'est vrai que ça complique un peu la chose. Maintenant, ça nous permet aussi de continuer au moins de nous entraîner et puis de jouer, contrairement aux 2 saisons précédentes qui ont été annulées ou alors interrompues. Donc là, voilà, c'est une pilule qu'on avale et qu'on espère que bientôt ce sera tout fini, c'est clair. Effectivement. Par contre, on va terminer sur une note positive. C'est que l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde d'Uni-Hockey. Elle va avoir lieu en Suisse. Exactement. Donc, la Coupe du Monde de Uni-Hockey qui a lieu maintenant, je ne sais même pas où, Pologne ou Tchéquie ou quelque part, l'année prochaine en Suisse, donc du côté de Zurich. Et ça va être la grande fête du Uni-Hockey pour toute la Suisse. Et si vous voulez acheter des billets pour y aller, donc regardez sur notre site uhcbenien.ch où il y a un code promotionnel qui vous permettra de commander des billets moins chers. Et en plus, le club de Benien peut en profiter aussi un petit peu. Donc ça veut dire, au vu de ce que vous nous disiez aussi sur le fait que les membres arrivent de plus en plus, que c'est difficile de trouver des salles, ça montre qu'il y a une popularité qui grandit pour ce sport. Alors oui, alors en Suisse, on est déjà donc dans l'ensemble, on est déjà très populaire. On a plus de licenciés que par exemple le basket ou le hockey sur glace. Maintenant, en Suisse romande, c'est vrai que c'est un peu moins populaire. C'est plutôt Suisse allemande, où ça, d'ailleurs d'où je viens, où c'est vraiment populaire. Mais ça grandit, et puis on fait ce qu'on peut de toute façon avec ce qu'on a. Et puis le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Très bien. Bon, vous allez me montrer tout ça. On va faire une petite initiation ensemble. Voilà, on va te montrer, Andrea, après comment on joue au Uni-Hockey. Et puis, pourquoi cette balle à 26 trous, du coup. 26 pintes plus pas un de moins, Alexandre. Un vrai mystère, en saura plus d'ici quelques instants. À tout à l'heure. On monte sur scène avec l'association du théâtre de Terre Sainte. On commente le bilan à la mi-saison, mais aussi on découvre les prochains spectacles à voir à partir de janvier. Avec nous sur le plateau, Patrick Mesmer, programmateur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Face à vous, il y a avec nous aussi Pierre-Alain Schmitt, président de l'association. Bonjour également, bienvenue sur ce plateau. Alors, comment va le théâtre de Terre Sainte à la mi-saison? Le mieux qu'il peut. Ouais. Il en souffre un peu aussi de ce Covid. Évidemment, on en a souffert, ça a été très compliqué, mais je dirais que pour le moment, on tient le coup. Grâce d'ailleurs à la fidélité du public, de nos abonnés et de nos sponsors, on a réussi malgré tout dans cette période de Covid qui nous agace de plus en plus et qui agace tout le monde de plus en plus, mais à tenir le coup, vous pouvez bien imaginer qu'en matière de spectacle, c'est particulièrement difficile. Je dois dire que je suis très fier du travail qui a été fait par mon comité, qui a vraiment pas ménagé ses efforts pour arriver à tenir ce théâtre. Et pour le moment, on y est parvenu dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de la programmation des spectacles, ceux qui ont pu être diffusés, et puis aussi au niveau économique, on tient le coup. Ouais. Mais c'est un exercice compliqué. On espère qu'on ne sera pas obligé, comme on l'a été la dernière saison, d'annuler un certain nombre de spectacles. Aujourd'hui, on va se retrouver probablement avec une obligation stricte de faire porter à tous les spectateurs des masques au moment de la représentation. Du point de vue personnel, Pierre-Alain Schmitt, justement, qu'est-ce que ça change, selon vous, le fait de porter le masque et toutes ces restrictions au théâtre? Alors évidemment, ça coupe un peu le plaisir. Vous savez qu'à côté du théâtre aussi, on a la possibilité d'aller consommer avant et après le spectacle. Ça crée des moments de convivialité et on sait que les gens qui en ont été privés en sont avides. Oui. Bon, il y a des mesures qui sont mises en place, mais je crois pouvoir dire que on l'a vu notamment dans le dernier spectacle avec Lambiel, qui a été une jolie réussite du reste. Les gens ont accepté de jouer le jeu. Et ça enlève un tout petit peu de plaisir. Et je pense que c'est aussi une problématique pour l'artiste qui ne voit pas les visages. C'est aussi compliqué, mais on y arrivera. Et probablement, on devra s'y habituer. J'ose espérer qu'on arrivera une fois au bout de cette pandémie, mais peut-être qu'on devra s'habituer pendant un certain temps et prendre des mesures comme ça qu'on doit accepter. Ouais, Patrick Mesmer, justement, quel impact est-ce que ça a eu au niveau de la programmation? Je sais que certains spectacles ont été repris, ont pu être joués, mais est-ce que ça change dans la manière de programmer votre théâtre aujourd'hui? C'est une saison très particulière parce qu'il y a des troupes qui ne pouvaient pas poursuivre le spectacle pour des raisons financières. Il y avait d'autres troupes qu'on a dû reporter, non pas d'une année, mais de 2 ans, parce qu'ils n'avaient pas assez de dates dans le report. Ça nous est aussi arrivé. C'est une saison qui est très, très particulière. Mais le but, c'est de maintenir notre esprit, notre philosophie. Mais est-ce qu'on arrive à la maintenir ou est-ce qu'on passe par des pointures? Parce que, par exemple, voilà, on peut prendre l'exemple, André Manoukian qui sera programmé. On sait que ça marche.
Est-ce qu'on le fait venir parce que ça marche ou non, on garde sa philosophie et sa ligne de mire que vous avez? Alors c'est surtout parce qu'on garde sa philosophie, qui est celle d'avoir un spectacle musical par saison. On le garde aussi parce que c'est un spectacle de grande qualité, c'est aussi une tête d'affiche, et pour ces raisons-là, on le maintient et on poursuit sa présence. C'est à voir les 12, 13 et 14 janvier. On regarde les images et on revient tout de suite après. Et en plus de ça, c'est assez agréable. Ça fait un peu des chatouilles. Bah, l'idée, c'est de retrouver des sensations, quoi. Après, je me suis dit, tiens, ici, j'essaye avec des accessoires. L'eau, c'est le symbole de la libido. N'importe quel psychanalyste de bas étage, il vous dira ça. Là, tu vous rêves de flotte. Messieurs, si vous rêvez que vous faites de la pêche à la ligne avec votre voisine de palier, racontez pas ça à votre femme. Alors, la chanteuse, quand elle s'en va, elle coupe le cordon ombilical avec une hache rouillée sans anesthésie. Alors, il y avait bien des feux de camp des fois. Mais je fais quoi, moi, avec ce truc-là? Je sors, tous les étudiants qui faisaient la queue pour aller à l'audition m'avaient entendu jouer, les gars, ils applaudissent tous. Et je dis, et eux? Alors eux, c'est tous des nazes aussi. Alors le prof, il est naze, alors tous les étudiants, ils sont nazes, je suis dans une école de nazes et j'ai payé ça à la peau du cul. Et c'est pour ça, du coup, qu'après, quand je me suis retrouvé à la Nouvelle Star, les gars, on les trashait parce qu'on voulait pas les déstabiliser, vous voyez. Un spectacle musical à voir les 12, 13 et 14 janvier. Pierre-Alain Schmitt, est-ce que l'association du Théâtre de Terre Sainte s'éloigne de plus en plus du théâtre de boulevard pour proposer autre chose? C'est la sensation en tout cas qu'on a aujourd'hui. Alors, on avait clairement repris ce théâtre qui a eu un succès sur l'humour et les théâtres de boulevard. On n'a pas voulu faire une révolution, mais une évolution. Le comité qui est maintenant en place et que j'ai l'honneur de présider depuis après 2 à 3 ans, on a dit qu'on va rester sur cette ligne parce qu'on était attaché au fait que nos abonnés goûtaient ce type de spectacle. Je crois que l'humour reste encore quelque chose d'important pour nous. Par dose homéopathique, on veut essayer d'introduire un peu, mais ça n'enlève pas l'humour, mais j'allais dire un théâtre qui sort un peu du théâtre du boulevard pour aller véritablement à un vrai théâtre. On en fera l'expérience notamment dans les prochaines programmations dont parlera Patrick tout à l'heure, notamment le Cercle de Whitechapel et puis les Cavaliers qui sont d'un théâtre d'un autre niveau. Mais bien entendu, on doit composer avec le goût de nos spectateurs. Et puis en fait, on avait aussi, et puis ça répondait un peu à la question que vous posiez à Patrick tout à l'heure, on a aussi le souci de s'intéresser à la qualité artistique et à des artistes suisses. Et c'est pour ça qu'on les a introduits et autres. Et puis, on doit aussi répondre à une préoccupation, en tout cas qui m'habite, c'est de dire que nous avons la chance d'avoir des abonnés formidables qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidés. Un certain nombre ont même abandonné certains droits pour nous permettre de continuer à fonctionner, mais qui, eux, ont véritablement un goût du théâtre de boulevard. Mais on doit aussi penser aux jeunes et à la relève. Et donc, on doit répondre de temps en temps à ça. Alors, l'équation, comme le dira Patrick, vous l'expliquera, est très compliquée, parce que c'est des équations à plusieurs inconnus, mais on essaie de les résoudre avec notre petite calculatrice. Ouais, alors on va rester dans quelque chose de simple et de didactique. Alors on peut donner les dates, 26, 27 et 28 janvier, le Cercle de Whitechapel, mais aussi le 16, 17 et 18 mars, les Cavaliers. On regarde les images et vous nous en dites quelques mots après, Patrick Messmer. Il s'appelle Géol. Oh, tu vois, on peut toujours plus. Allez, comme le torrent qui emporte des armes, comme la foudre qui effondre les villages. Ah, jeunesse qui poursuit l'avenir. Est-ce que c'est une prise de risque, Patrick Messmer? Oui et non.
Non, parce que c'est une pièce qui a remporté plusieurs Molières, c'est devenu un classique. C'est une pièce d'une qualité exceptionnelle, oui, dans la mesure où les gens ne connaissent pas forcément. Mais notre rôle, c'est justement d'inviter les gens qui viennent à un spectacle, qui ne connaissent pas. Mais ça passe par quoi, justement? Comment est-ce qu'on éduque les gens, ou comment est-ce qu'on fait pour que les gens osent aller voir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller voir? Parce qu'ils nous font confiance, parce que chaque fois qu'ils viennent, ils sont surpris, ils sont étonnés, ils aiment, ils apprécient, ils pleurent, ils rient. Mais au moins, ils savent qu'au moment où ils viennent au théâtre, quand ils en ressortiront, ils seront heureux et ils en ressortiront plus intelligents. Voilà, ça c'est le secret. Si on arrive à ça, on vend beaucoup plus d'abonnements, on revient régulièrement, il y a un climat de confiance qui s'installe et c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs années. C'est le cas pour Les Cavaliers, c'est le cas également pour le dernier spectacle, Le Porteur d'Histoire, qui lui aussi est un véritable classique où les écoles participeront. Ça aussi, hein, le fait créer des ponts entre les élèves, les pièces de théâtre, avoir une vraie médiation culturelle. C'est notre plus grande fierté. Absolument. Vous parliez de comment on éduque les gens. Je pense que c'est très présomptueux de dire qu'on éduque les gens. On peut leur présenter, leur proposer, et puis espérer qu'ils y prennent goût. L'éducation, elle est peut-être, si on peut faire quelque chose... C'est une bonne stratégie. On amène d'abord les élèves qui ensuite amèneront les parents. Exactement. Mais on a aussi eu la chance d'avoir deux beaux artistes, en l'occurrence Francis Huster et puis Laure Biel, qui se sont prêtés à l'exercice et qui l'ont fait de très bonne grâce et dans des très bonnes conditions pour nous. C'est une chance aussi pour les élèves du Collège de Rojalais de pouvoir avoir cette proximité avec des artistes de cette qualité-là. Tout ça, c'est à voir au Théâtre de Terre Sainte à Coppet. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous propose qu'on retourne au sport, ça vous tente? Avec plaisir. On lance le puck à Alexandre. On y va. Alexandre, à toi la balle. Oui, Andrea. Alors voilà, j'ai donné le téléphone à John, que tu ne vois pas, qui est en train de filmer et qui est le fils d'Alain. Et puis, eh bien, parole au coach. Je vais vous donner le micro, Alain, et puis vous allez tout m'expliquer sur le uni-hockey. Alors tout, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais en 2-3 minutes. Donc, la petite balle à 26 trous. Le but de l'uni-hockey, c'est de la mettre dans le goal, évidemment. Donc, on joue à 3 contre 3 sur un petit terrain, sur ce terrain de la salle de gym. Et puis, alors, Alexandre, donc le premier truc à faire, c'est de tenir votre canne à 2 mains, comme je dis toujours à mes juniors. Voilà, exactement. Oui, les genoux un petit peu pliés, parce que les genoux, c'est votre ressort et puis votre accélérateur et tout ça, vos jambes. Et après, donc, on va essayer de faire 2-3 passes. Alors, je vous fais une petite passe, vous me la renvoyez comme ça. Nickel, voilà. Un talent naturel, je dirais presque. Ah, voilà. Alors, excellent, voilà, le petit dribble, et ensuite, ce qu'on peut essayer, le petit tir, évidemment. Donc, je vous pose la balle. Hop, le but, c'est de la marquer dans le goal. Pas mal du tout, juste à côté. Deuxième essai. Et puis, on va dire jamais 203. C'est nickel, voilà, super. Champion du monde, il est prêt, je pense, pour Zurich 2022. Et pourquoi une balle à 26 trous? En fait, finalement, qu'est-ce qui change par rapport au hockey sur glace? Oui, alors justement, tout d'abord la balle, qui est beaucoup plus légère, qui a des trous pour lui permettre d'aller plus vite, aussi des petits rainures comme ça pour qu'elle aille plus vite et puis qu'elle d'une manière stable. Et puis les règles avec les hockey sur glace sont complètement différentes, c'est-à-dire au hockey sur glace, on peut faire des checks dans la bande, se taper sur la canne, soulever la canne, tout ça c'est interdit au uni-hockey. Donc le seul contact autorisé c'est épaule contre épaule, mais sans élan, vraiment, si on se dispute la balle, on peut évidemment aller la chercher comme ça. Par contre, dès que je tape sur la canne ou que je la soulève, c'est faute. Donc, beaucoup moins physique dans ce sens-là, mais quand même très physique au niveau course, au niveau engagement. Ça joue à 3 contre 3 sur un petit terrain comme ça. On reste maximum 1 minute sur le terrain et ensuite on change. On a à peu près 3 ou 4 lignes par équipe et ça change sans arrêt. Puis c'est à fond tout le temps. Toujours les deux mains sur la canne, c'est ça? Alors au début, en tout cas pour les débutants comme vous, on insiste. Après les pros, ils jouent comme ça, ils arrivent à faire des passes comme ça une main, mais évidemment ça c'est comme les skieurs qui arrivent à faire des virages sur une jambe à 100 à l'heure. Quand vous commencez, vous ne faites pas ça tout de suite. Bon voilà Andrea, je crois que en tout cas j'ai été bien encouragé par Alain qui m'a tout expliqué du uni-hockey et ça me tente bien. Et toi, ça te tente?
Ça me tente de te regarder jouer. C'est une vraie partie de plaisir, Alexandre. Merci beaucoup pour ce moment. Bon, en pleine forme. Merci, et puis merci à Alain, et puis merci à John aussi d'avoir filmé. Merci au UHC Beugnin. À bientôt, salut à tous à la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.